Il pleut en Normandie ce 4 juin 1944. Le temps est si mauvais qu'on peut enfin sortir des caves et des abris. Pas d'avions alliés dans le ciel, pas de bombardement. Les Allemands peuvent partir en permission, certains qu'il n'y aura pas ce qu'ils appellent l'invasion. Leur chef, le maréchal Rommel, dit « Aucune période propice à un débarquement anglo-américain n'est à prévoir dans les semaines à venir ». Rommel décide de retourner en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme, né un 6 juin. Il espère rencontrer Hitler et le convaincre de lui attribuer des divisions blindées de réserve pour renforcer le mur de l'Atlantique. Rommel a fait inonder l'arrière-pays des plages, piège mortel pour les parachutistes alliés. Pour les Normands, c'est le pire déluge depuis 20 ans. De l'autre côté de la Manche, les Bedford Boys sont bloqués à bord de leur bateau, comme des milliers de combattants alliés de la première vague. Tous attendent, angoissés, pendant que les soldats français s'entraînent sous le soleil d'Afrique du Nord pour un autre débarquement en Provence, après celui de Normandie. En Angleterre, sous la pluie, le commandant en chef, le général Eisenhower, se désespère, mais le service météo finit par lui transmettre une prévision d'amélioration pour le lendemain. 6 juin 1944. Eisenhower saisit l'occasion. Il prend la décision la plus difficile de sa vie. L'ordre du grand assaut. Le 5 juin, à 17h, la BBC, la radio de Londres, diffuse en France la deuxième partie du message fatidique. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. C'est la suite tant attendue du poème de Verlaine. Chacun comprend. Ça y est, ils vont débarquer. La résistance passe à l'action, en sortant de leur cache les armes livrées par les parachutages anglais. Comme le Sten, pistolet mitrailleur trop léger contre les armes lourdes des Allemands. 20 000 FFI, Forces françaises de l'intérieur, vont mourir dans les 3 mois de combat pour la libération. En Normandie, dans les fermes et sur les marchés, se colportent les 2 messages. Les dés sont sur le tapis et il fait chaud à Suez. L'ordre de couper les communications pour interdire l'arrivée des renforts allemands vers les plages de débarquement. Pour la plus grande opération amphibie de tous les temps, les Alliés ont choisi le long enchaînement de sable de la côte normande, entre le Cotentin et l'embouchure de la Seine. Toujours ce 5 juin, sur les terrains d'aviation du sud de l'Angleterre, les mécaniciens achèvent de peindre de grandes bandes blanches sur tous les avions. Ces bandes d'invasion permettront d'éviter les erreurs et les tirs entre alliés, inévitables quand 10 000 avions seront en l'air en même temps le même jour. 5 000 chasseurs, 3 000 bombardiers et 4 000 planeurs qui transporteront 23 000 parachutistes. Eisenhower vient rassurer ces parachutistes qui vont sauter les premiers en Normandie pour protéger les flancs des plages du débarquement. Il leur explique que c'est le moment le plus favorable. La lune est pleine, la visibilité sera bonne pour eux dans la nuit. Les paras l'appellent familièrement Ike. Un Texan lui dit « T'inquiète pas, je te trouverai un travail dans mon ranch après la guerre. » Hitler dit des Américains « C'est un ramassis de types complètement déracinés. » Le Führer
réside alors dans son chalet de montagne, le Berghof, pour le mariage de la sœur de sa maîtresse. Il dit « Les Américains ont franchi l'Atlantique pour gagner de l'argent. Ce sont des gens qui prennent la fuite immédiatement. Ils ne résisteront pas à un coup dur. » Pourtant, Hitler, qui avait conquis l'Europe, vient de vivre une série ininterrompue de défaites. Et les villes allemandes continuent de s'écrouler sous les bombes. Les para-américains ont 20 ans. Ils sont tous volontaires. Ils sont écrasés par les 40 kilos de leur équipement, le parachute, les armes, les grenades, les vivres. Sous ce poids, beaucoup vont se noyer dans les terres inondées par les Allemands. Ils sauteront à minuit. Les paras anglais et canadiens vont les suivre. La plupart seront transportés dans ces gros planeurs en bois et en toile qui permettent d'emporter leurs motos, leurs jeeps et leurs canons et qui leur donnent mobilité et puissance de feu. Ils attendent le signal pour partir cette nuit. Dans le grand port du sud de l'Angleterre, Churchill vient saluer les derniers embarquements de l'infanterie. Avec son redoutable cigare et son fameux V de la victoire. Il dira à sa femme Clémentine « Tu te rends compte qu'au moment où tu te réveilleras demain matin, 20 000 de ces hommes pourraient avoir été tués. » Parmi eux, dans le commando de la première vague, 177 jeunes Français échappés de leur pays occupé par les nazis, comme Gwenaël Bolloré de Bretagne, comme l'aumônier, l'abbé René de Norrois de Paris, ou Hubert Faure de Dordogne. Tous portent l'écusson France sur l'uniforme anglais. Et ils retrouvent le convoi sur la mer agitée pour la longue traversée de la Manche du 5 au 6 juin 1944. Quelle émotion pour Gwenaël Bolloré. Il écrit « À perte de vue, la flotte immense. Des bateaux, des milliers de bateaux, plus de 5000. Au-dessus, de gros ballons antiaériens donnent au spectacle un côté étrange, presque enfantin. À bord des bateaux américains, l'ambiance n'est pas à la poésie. L'un des Bedford Boys, John Barnes, 20 ans, dit « Pourquoi on y va comme des moutons vers l'abattoir? Qu'est-ce qui nous oblige à obéir alors que notre tête, notre cœur et nos pieds ne veulent pas aller plus loin? Est-ce la peur de la discipline militaire? Le patriotisme? L'amour du drapeau, du pays? On riait, on plaisantait, mais on voyait bien que c'était bidon. Tout le monde avait peur. On ne voulait pas perdre la face. » À mesure que le convoi avance, la réalité de la guerre se fait de plus en plus présente dans les esprits. Tous se rappellent les dernières recommandations de leur colonel. Il n'y a qu'un moyen de mettre l'ennemi hors d'état de nuire, c'est de le tuer. La guerre n'est pas un jeu d'enfant et requiert la haine de l'adversaire. N'oubliez pas que les Boches sont des combattants rusés et intelligents et qu'ils ne feront preuve d'aucune pitié envers vous. Une étrange torpeur envahit le convoi. Le calme avant la tempête. Ceux de la première vague réalisent tous maintenant que c'est demain, à l'aube, qu'ils vont débarquer. Comme prévu, la clarté de la lune est favorable aux copains parachutistes qui vont sauter au milieu des défenses allemandes. La lune éclaire aussi la montagne où Hitler reçoit des dignitaires nazis et leurs épouses pour écouter l'un de ses compositeurs favoris, Johann Strauss.
et parler, pour se rassurer, des armes secrètes qui doivent changer le cours de la guerre. À 3 heures du matin, Hitler décide d'aller se coucher. Il prend un somnifère et ordonne qu'on ne me réveille pas, sous aucun prétexte. « 6 juin 1944, 0h15. La libération de la France commence avec le largage de 15 000 parachutistes américains sur la Normandie. Dès qu'ils ont passé la côte, la Flak, la terrible artillerie antiaérienne allemande, ouvre le feu. Le sergent Zeinschleimer, 19 ans, dira « J'ai pensé à 2 choses. Sortir de ce zinc le plus vite possible, et je me suis demandé comment j'avais pu me mettre dans un tel merdier. » Les Allemands ne comprennent pas qu'il s'agit de l'invasion. La confusion est totale. Les parades de la 82e sont larguées, par erreur, sur le village de Sainte-Mère-Église. La 101e se disperse dans les terres inondées de 40 ans. Les pertes sont déjà lourdes, mais les survivants doivent accomplir leur mission. Interdire aux renforts allemands d'atteindre les plages. Les para-britanniques, de leur côté, embarquent le 6 juin à 1h du matin dans leur planeur. Ils décollent lourdement, parfois 2 ensemble, tractés par des Dakota, le roi des avions de transport de la guerre. La 6e aéroportée britannique doit neutraliser la batterie allemande de Merville et sécuriser le flanc des plages anglaises et canadiennes. Après une pénible traversée de la Manche, un pilote de planeur, le sergent Stanley Pearson, 19 ans, raconte: On s'était entraîné pendant 6 mois pour ce premier et dernier vol sans moteur. C'était comme un couteau chauffé qui s'enfonce dans du beurre. Arrivés sur l'objectif, nous n'avions plus qu'à décrocher le câble et descendre vers une sorte de crash, contrôler tant qu'on pouvait, mais un crash tout de même. Dans un blocos d'artillerie allemand, le lieutenant Steiner racontera: J'ai vu de ma batterie, à Merville, un engin. J'ai pas compris comment ça pouvait voler. Il téléphone frénétiquement à son supérieur. Pour Steiner, c'est l'invasion, mais personne ne le prend au sérieux. Steiner voit dans ses jumelles des dizaines de planeurs se disloquer au sol. Mais pas tous. Des soldats anglais en sortent et partent au combat. Mais qui peut croire Steiner? Dans la région, les Allemands sont habitués à déchaîner leurs Flak, la défense antiaérienne, sur les bombardiers alliés qui dévastent les campagnes en évitant de cibler les plages pour ne pas dévoiler leur objectif réel. Les Normands ne savent pas ce qui les attend. « 4 heures du matin, les paras alliés tiennent les flancs des plages. Sur leur bateau, les Français se préparent. Hubert Ford dit: Notre chef, le commandant Kiefer, nous avait prévenus. Il y aura beaucoup de pertes. Ceux qui ne veulent pas y aller, je ne leur en voudrais pas. Personne ne s'est dégonflé. À cet âge-là, on n'a pas peur de mourir. L'aumônier René de Norroy écrit: Je n'ai jamais vu des hommes aussi près à la mort et aussi proches de Dieu. Mais pour beaucoup, le mal de mer masque la peur au ventre. Un commando britannique, Cliff Morris, dit: Nous nous sentions tellement mal, on aurait préféré être mort.
À l'aube, dans un blocos de la côte normande, le commandant Plouscat appelle les autres officiers. Il dit « C'est l'invasion ». Il réveille son supérieur. Sa voix s'étrangle. Il doit y avoir 10 000 bateaux. L'immense flotte alliée s'étire maintenant sur 80 km entre le Havre et Cherbourg. Les standards téléphoniques des états-majors allemands sont alors pris d'une grande fébrilité. Le maréchal Rommel est encore à Stuttgart. Il n'aura pas le temps de fêter l'anniversaire de sa femme Lucia avec son fils Manfred. Il saute dans sa puissante voiture. Il a 10 heures de route. Il répète sans arrêt à son chauffeur « Plus vite, plus vite ». Il dit « J'avais raison. Si j'avais les 2 divisions blindées du Pas-de-Calais, je pourrais les repousser en 3 jours. » Il se détend au long du voyage. Il frappe du poing sur sa paume et il dit « Je vais retrouver mon meilleur ennemi, Montgomery. » Le général britannique, Sir Bernard Montgomery, avait vaincu Rommel dans le désert. Il commande maintenant les forces terrestres du débarquement auprès d'Eisenhower, le chef suprême des forces alliées, qui donne l'ordre du grand tir naval sur les défenses allemandes des 5 plages de Normandie, où vont débarquer des dizaines de milliers d'hommes en vagues successives. Alors, dans la flotte alliée, les bâtiments des forces navales françaises libres font éclater la Marseillaise dans leur haut-parleur. À bord du croiseur Montcalm, l'amiral Jaugeard proclame « Nous avons l'honneur de tirer les premiers. Nous devons le faire sur notre patrie. C'est le prix à payer. » Face aux navires alliés, les Allemands se ruent dans leurs blocos. Parmi eux, Franz Kokel, 18 ans, est en première ligne dans un trou fortifié au-dessus de la plage de Colville-sur-Mer. Cette plage est codée Omaha. C'est avec Utah, l'un des 2 secteurs américains. À 5h50, la marine ouvre le feu. Franz Kokel racontera « C'était un enfer déchaîné, des énormes roulements de tambours, des éclats qui volaient partout en sifflant et en hurlant. J'avais tellement peur, je priais Dieu sans arrêt. » Les plages codées Gold et Sword pour les Anglais et un commando français, et Juno pour les Canadiens, sont pilonnées par la Royal Navy. En même temps que le bombardement naval est donné l'ordre de départ pour l'assaut. Les soldats britanniques et américains passent des gros transports aux barges de débarquement. Le capitaine Armelino, du 16e régiment d'infanterie US, raconte « Avec la mer agitée, c'était une expérience traumatisante. Mes hommes avaient déjà débarqué en Sicile, mais là c'était terrible. Les types se cassaient les 2 chevilles. Nous avons perdu des barges qui se sont retournées avec leurs hommes. » L'un des plus grands auteurs américains, Ernest Hemingway, alors correspondant de guerre, assiste au départ des barges. Dans la pâleur grise de l'aube, l'embarcation de fer ressemblant à un cercueil de 12 mètres prenait des paquets d'eau verte qui retombaient sur les têtes casquées des hommes, serrés épaule contre épaule, dans l'inconfortable, l'insupportable, la dure solitude des soldats allant au combat. Ils vont mettre 1 heure pour arriver aux plages. Le grand photographe Robert Capa est avec eux. Un officier, le colonel Taylor, lui dit « Ça va être le moment le plus dur. Les heures où nous serons le plus vulnérables.
Mais c'est à nous d'ouvrir la porte. Pendant que les Anglais et les Canadiens s'entassent dans leurs barges de débarquement, les Royal Marines récupèrent leurs plongeurs de combat héroïques. Ils viennent de déposer dans la nuit, sous la mer, des explosifs dans le champ de mines allemand pour ouvrir des passages aux barges de débarquement. Ces explosifs seront déclenchés à distance, à 6 heures, en même temps que le grand bombardement aérien des plages. « 5000 tonnes de bombes vont être déversées en une demi-heure. Les Allemands pourraient-ils survivre à un tel déluge de feu ? À 6h25, selon l'horaire prévu, la barge des Bedford Boys se rapproche de la plage codée Omaha à Colville-sur-Mer. À bord, tous sont malades, l'odeur est insupportable. Roy Stevens dit à son frère jumeau, Ray, « On se retrouve en fin de matinée sur la route, au-dessus de la plage. » Le sous-lieutenant anglais Jimmy Green, qui manœuvre la barge, dit « Il y avait un silence qui donnait la chair de poule. » Des mitrailleurs allemands ont survécu, comme Franz Gockel. Il dit « Je tire des rafales. » Gockel massacre les Bedford Boys, comme Ray, le frère jumeau de Roy Stevens. 19 sont morts dans les premières minutes du débarquement, sur les 34 venus de Bedford en Virginie pour libérer la France. Le mitrailleur allemand Gockel dit « Mon copain Siegfried, lui, tire au canon sur les blindés qui arrivent. » Gockel dit « Les Américains vont à la mort comme des automates. La plage est couverte de morts et de blessés. Je tire. Je tire jusqu'à ce qu'une grenade américaine me coupe les doigts. Il réussira à atteindre un poste de secours allemand. Il dira « Quand j'ai vu mes doigts pendre au bout de leurs tendons, j'ai été rempli de joie. Pour moi, la guerre était finie. » Un autre prend le relais. Ils ont ordre de tenir jusqu'à épuisement de leurs munitions. 8 heures. Les barges de débarquement font rotation sur rotation sous le feu ennemi. Les vagues d'assaut se succèdent. Walter Halloran de Hollywood débarque avec au poignet sa caméra de 5 kilos. Il filme cette image qui entre dans l'histoire. Des hommes qui meurent. Il dit « J'ai aussitôt mis la bobine dans un petit sac accroché à mon pigeon voyageur personnel et je l'ai envoyé en Angleterre. » Robert Capa débarque à son tour. Il écrit dans ses mémoires. L'appareil photo tremblait dans mes mains. C'était une nouvelle sorte de peur qui secouait mon corps des orteils aux cheveux. Sa photo la plus emblématique, c'est le soldat Houston Riley, 21 ans, qui reçoit une rafale. Capa se porte à son secours. Houston Riley survivra jusqu'à 90 ans. Ces images témoignent du courage de Capa et de la situation difficile des Américains sur la plage Omaha. Elle est sous le feu des Allemands de la pointe du Hawk, qui menacent aussi la plage codée Utah. À la pointe du Hawk, les Rangers,
des soldats d'élite s'attaquent à la falaise pour neutraliser, au prix de lourdes pertes, les nids de mitrailleuses et les blocos allemands, déjà bien abîmés par le tir de l'artillerie navale. Ce qui permet à la 4e division d'infanterie de débarquer sans trop de difficultés à Sainte-Marie-du-Mont, sur la plage codée Utah, pour pouvoir ensuite marcher sur Cherbourg, l'un des 2 objectifs de l'opération Overlord. Cherbourg. Les Américains doivent prendre ce grand port essentiel pour acheminer renforts et matériel, et les Britanniques débarquent en même temps sur les plages codées Gold, Sword et Juno pour marcher sur Caen, la clé de la Normandie, puis Paris. Juno est réservée à la 3e division canadienne. Elle a traversé le Channel, la Manche, dans le couloir déminé par les plongeurs, devant Courseulles et Vers-sur-Mer, 2 charmantes petites villes de vacances. Une caméra automatique fixée sur le bord de la barge enregistre ces images, montrées ici dans leur longueur. Un témoignage exceptionnel de la peur et de l'angoisse de ces jeunes hommes sacrifiés. Les Canadiens vont perdre 1 millier d'hommes, tués ou blessés. Les commandos de choc débarquent à leur tour. Hollandais, Norvégiens, Danois, Polonais et Yougoslaves. Ils doivent avancer sous le feu ennemi, appuyés par les Spitfire de la Royal Air Force. Pourtant, la menace allemande reste entière. Et c'est dans cet enfer que le commando français va débarquer sur la plage de Ouistreham, côté Sword. Ils sont 177, pour la plupart des marins bretons, évadés de France depuis 1940. Leur chef, Lord Lovat, leur dit en français: « Vous allez rentrer chez vous. Vous serez les premiers militaires français en uniforme à casser la gueule à ces salauds. » Ils ont reçu des vélos pour les rendre plus mobiles. Beaucoup seront jetés immédiatement. Hubert Faure raconte: « J'ai traversé la plage. Il y avait un blocos à 50 mètres. J'ai tiré dans les ouvertures. Il faut savoir qu'une balle qui entre dedans peut tourner tout autour à l'intérieur. » Après la prise du casino fortifié de Rivabella, l'émotion est très forte avec la rencontre des premiers Français. Ils fournissent immédiatement le Calvados et d'utiles renseignements sur les Allemands, qu'ils ont bien connus pendant 4 ans. Le débarquement ne va rien changer à l'agenda d'Hitler. Il va rencontrer le nouveau Premier ministre hongrois, Tomestoyai, pour lui demander d'accélérer la livraison des Juifs de Hongrie, jusque-là obstinément préservés par ses courageux prédécesseurs. Plus de 400 000 malheureux vont prendre les trains de la mort pour Auschwitz. Certains en réchapperont, jugés par les médecins nazis dans leur sélection à l'entrée du camp, aptes au travail. Mais pour l'état-major allemand et le général Jodl, l'urgence est la situation du débarquement allié en Normandie. Derrière Jodl, son adjoint, le général Warlimont, écrira:
J'ai été surpris par la décontraction d'Hitler. À l'inverse de ses généraux, il débordait d'assurance. Il nous a dit « Maintenant, nous les avons là où nous pouvons les battre. » À son entourage, Himmler et Göring, Hitler explique qu'il s'agit d'une ruse des Alliés et que le vrai débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. Il refuse donc d'engager les 2 divisions blindées que réclame Rommel. Et pourtant, les Alliés progressent sur les plages de Normandie. Avec des difficultés comme devant Arromanches sur la plage Côte-des-Goldes. La 50e division motorisée britannique, déjà rescapée de la déroute de Dunkerque, s'est enlisée et beaucoup de ses chars ont sombré avec leur équipage. Un commando, Cliff Morris, écrit « Des corps étaient étalés partout sur la plage, certains sans jambes, sans bras, sans tête. Les râles et les cris des agonisants se mêlaient au hurlement des balles et au gémissement des obus. Le général Lord Lovat écrit « À la marée montante, il y avait tellement de sang dans l'eau qu'un dépôt gluant s'accumulait sur les bottes des soldats. » Sur Omaha Beach, dans le secteur bordé par la falaise, la bataille est loin d'être gagnée. Les Américains sont bloqués par les tirs venant du haut. Les morts s'accumulent. La marée monte. Les péniches de débarquement dérivent et les rangers tentent de sauver les derniers survivants. Il leur faut aussi évacuer les blessés dans la tempête. Et leur sang coule dans les barges. À bord d'un navire hôpital se trouve Martha Gellhorn, reporter de guerre, comme son mari, Hemingway. Elle écrit « Il arrive un moment où vous vous sentez tellement petit et impuissant dans l'immense cauchemar dément que vous vous fichez de tout. » Sur Omaha, pendant que les hommes cherchent à se protéger, les Rangers ont réussi à gravir la pente et attaquent les positions allemandes. Ils sont appuyés par le cuirassé Texas. Ils finissent par occuper la position de Gockel avec sa mitrailleuse. Ils capturent des Allemands. Mais pour les Américains, comme pour les Britanniques, il ne faut pas s'encombrer de prisonniers. Au bout de 10 heures de combat, les plages sont aux mains des Alliés. Il faut maintenant marcher sur Cherbourg et sur Caen. Dans cette journée de combat, les Alliés ont eu 10 000 morts ou blessés, et les Allemands autant. Les hommes continuent à débarquer, division après division. Un flot ininterrompu. Ils seront 150 000 à être jetés immédiatement dans la bataille.
Les Français vivent un moment qu'ils attendent depuis 4 ans. Ils ont entendu à la radio de Londres la voix du général de Gaulle. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Une bataille de plus en plus difficile pour les civils. Malgré les tracts de l'aviation alliée qui les prévient des raids, partez sur le champ, vous n'avez pas une minute à perdre. 15 000 Normands vont mourir dans les bombardements alliés. Une vive controverse agite les états-majors sur le bien fondé de ces bombardements. Le commandant de l'aviation, le général britannique Sir Trafford Leigh-Mallory, dit « J'ai dû faire face à toutes sortes de pressions, mais si seulement 25% des bombardements obtiennent des résultats, ça en vaut la peine. » L'enthousiasme des Normands va être sérieusement atteint. Comme cette patronne de café qui montre son hostilité envers les libérateurs, appelés les libératueurs par les derniers collabos des Allemands. Un grand écrivain de ce temps, Georges Duhamel, s'adresse aux Alliés. Rien n'est plus douloureux que d'être blessé par ses propres amis. Les jours et les nuits passent d'alerte en sirène. Toutes les villes seront détruites. Comme Vire, Condé-sur-Noireau, Le Havre, Saint-Lô, Falaise, Coutances, Lisieux, Rouen et surtout Caen. Le 13 juin, 7 jours après le jour J, les Alliés font la jonction des plages. Malgré les bombardements, Montgomery est arrêté devant Caen, qu'il devait prendre le 6 juin et qui n'est pourtant qu'à 13 km des plages. Les chars anglais et canadiens se révèlent très inférieurs aux chars allemands. Hitler a fini par engager ses divisions de réserve. Mais pour Rommel, c'est trop tard. Il sait que la bataille est perdue à cause de Hitler. Mais il cherche encore par tous les moyens à arrêter les Alliés, jusqu'à ce qu'un mois plus tard, il soit mitraillé sur une route, gravement blessé et évacué. Hitler se raidit quand il apprend que Staline, comme prévu, déchaîne son offensive à l'Est, et il n'est plus question de transférer des forces en Normandie. Les Américains parviennent à couper le Cotentin et assiègent Cherbourg. Le grand port est d'une importance vitale pour les renforts et le matériel. Hitler avait donné l'ordre à la garnison de tenir jusqu'à la mort. Mais 39 000 soldats du Reich se rendent, laissant derrière eux les installations portuaires totalement inutilisables. Ce sont les 2 ports artificiels Mulberry qui ont assuré les premiers ravitaillements. Ces extraordinaires mécanos ont permis de débarquer 24 heures sur 24, 4 millions de tonnes de matériel, 500 000 véhicules et 2 500 000 hommes, malgré la tempête du 19 juin qui a emporté l'un des 2 ports. Début juillet, Eisenhower vient reprocher à Montgomery son arrêt devant Caen. Il critique ses opérations inefficaces et coûteuses en hommes. Montgomery, dit Eisenhower, appartient à un autre monde et un autre siècle.
Eisenhower ne supporte pas de voir Montgomery posé avec son fox terrier qu'il a appelé Hitler et son cocker baptisé Rommel qui l'emmène partout avec ses canaris. Sur la plaine de Caen, les blessés s'accumulent. Ennemis ou amis, ils sont soignés par d'héroïques infirmières. Tout est organisé dans ce malheur. Pour les Anglais, l'orchestre de jazz de Sid Millward, le meilleur de Londres. Pour les Américains, la tournée d'une star, Marlène Dietrich, une Allemande devenue américaine qui se bat depuis toujours contre Hitler. Le réalisateur de Hollywood, George Stevens, est mobilisé pour montrer au monde entier la bonne entente entre Montgomery et les Américains, comme le célèbre général George Patton, qui pourtant le déteste. Mais il faut rassurer l'opinion, et Montgomery décore le général américain Norman Cotta, qui avait conduit l'un des assauts décisifs sur Omaha Beach. Patton, lui, va mener l'offensive de la victoire. Il réussit une percée fulgurante sur Coutances et Avranches. Les Allemands, autour de Caen, battent en retraite. Sur la route de Gisors, dans cet été pluvieux, les soldats d'Hitler passent devant la maison de M. Bignon, cinéaste amateur qui prend le risque de filmer. Un document unique, les Allemands qui s'en vont, et tout de suite derrière, les chars anglais qui arrivent. Le 6 août, 2 mois après le débarquement, Eisenhower affiche sa satisfaction et montre sa puissance. Il peut passer à la deuxième phase du plan Overlord, qui prévoyait un débarquement dans le sud en Provence, en même temps que celui de Normandie. Il avait été retardé par manque de bateaux. Son objectif est de prendre les ports de Toulon et Marseille, puis remonter pour faire la jonction vers Dijon, avec les armées qui viennent de Normandie et prendre les Allemands en étau. Le général de Gaulle, qui a tellement bataillé pour que la France soit le plus possible libérée par les Français, vient donner à bord du cuirassé Lorraine l'impulsion décisive à sa marine, reconstituée et modernisée, et à sa nouvelle armée, réunie et rééquipée. L'ancien corps expéditionnaire en Italie, qui a contribué à la libération de Rome, intègre la première armée française. L'armée d'Afrique s'apprête ainsi à traverser la Méditerranée. Ils convergent vers la Provence de tout ce qui était l'empire colonial français, d'Afrique noire, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Ils sont 230 000, alors que les Américains et les Britanniques ne sont que 100 000. À bord des bateaux français, le moment est solennel. Pour ces femmes, pour ces hommes, c'est le retour à la mère patrie, vaincue et humiliée, en juin 40. Leur chef, Jean de Lattre de Tassigny, l'un des rares généraux victorieux de 1940, s'était évadé de France occupée, comme 20 000 de ses soldats. De Lattre dit « C'est un spectacle inoubliable. 2000 bateaux et la terre en vue. » Nancy a le torticolis. Nancy a le torticolis, a répété dans la nuit la radio de Londres, le message pour prévenir du débarquement de Provence et des livraisons d'armes à la résistance.
Ses effectifs augmentent chaque jour, ainsi que le prestige auprès des filles. Elles se battent aussi dans toute la France, courageusement, comme Simone Ségouin, 19 ans, héroïne des francs-tireurs et partisans communistes, avec son pistolet mitrailleur qu'elle a pris sur un SS. Les parachutistes américains, anglais et français sautent dans l'arrière-pays varois, sur les hauteurs de Grimaud, pour bloquer l'arrivée des renforts allemands. À l'aube, un commando de volontaires oranais prend d'assaut les bunkers allemands du Cap Nègre. Le tiers de la première armée est composé de ceux qu'on appellera les pieds noirs, comme Lucien Garcia, 18 ans, il dit. Jusqu'en 1962, j'ai fleuri la tombe en Algérie de 2 de mes copains qui n'auront foulé le sol de la métropole que quelques heures, les dernières de leur vie. Alors les barges de débarquement avancent vers les plages. Ce n'est plus Arromanches, c'est Saint-Tropez. La 3e division d'infanterie américaine et la 1re division française libre vont mettre le pied sur la terre de France, sur 18 plages de Saint-Raphaël à Sainte-Maxime et Cavalère. Les Alliés, en Provence, auront près de 10 000 morts. Certaines plages sont mieux défendues que d'autres. Au même moment, Churchill fait un discours vibrant à la Chambre des communes. Il dit « Quelle chose magnifique que d'être aujourd'hui français, avoir 20 ans et son pays à reconquérir. » Parmi les tirailleurs, le jeune soldat antillais Frantz Fanon, 19 ans, dit pourquoi il s'est engagé. Chaque fois que la liberté et la dignité de l'homme sont en question, nous sommes tous concernés, blancs, noirs ou jaunes. Mais nous sommes confrontés à la discrimination ethnique et au nationalisme étriqué. « 20 ans plus tard, Frantz Fanon sera le théoricien de l'anticolonialisme dans le Front de Libération Nationale, le FLN, qui lutte pour l'indépendance de l'Algérie, dont beaucoup de ces tirailleurs seront les cadres et les soldats. Mais en août 1944, sur la route de Marseille, le général de Montsabert, chef aimé et respecté de la 3e division d'infanterie algérienne, dit « Il faut reconnaître l'extraordinaire symbiose qui se réalise dans l'armée d'Afrique, entre Français et Maghrébins. L'armée française représentait un idéal. Le lieutenant tunisien El Hadj est mort en criant « Vive la France !» Cogolin, c'était pas au bord de la mer, dit le tirailleur algérien Alain Mimoun, futur champion olympique du marathon. Il avait été blessé en Italie et il avait failli être amputé du pied. Il en souffrait encore. Il dit « On a dû marcher 30 km avec le barda sur le dos, mais après, ça a été la fête. Vraiment, les Français étaient heureux. » Des unités allemandes entières se rendent à l'armée régulière plutôt que de tomber entre les mains des résistants. Quand Marseille est libérée, en ce beau mois d'août 1944, les FFI, les Forces françaises de l'intérieur, ont joué leur rôle.
Beaucoup sont des combattants de la 11e heure qui tondent les femmes suspectées de collaboration horizontale. C'est le temps des règlements de compte entre résistants de différents bords et des exécutions de traîtres, sans procès. Lorsque le général de Gaulle descend les Champs-Élysées le 26 août dans Paris libéré, il mesure l'étendue de sa tâche. Ramener l'ordre, reconstruire le pays. Mais pour le moment, ce qui domine tout, c'est la joie de la libération. En septembre 1944, la 2e division blindée du général Leclerc qui vient de Normandie fait sa jonction avec la 1re division française libre qui remonte de Provence. La libération de la France a coûté la vie à 40 000 soldats alliés, 60 000 soldats allemands, 70 000 civils et 300 000 sans-abri. Churchill dit « Épuisés, appauvris, mais triomphants, nous avons connu un moment qui touchait au sublime. » Le capitaine Dawson, d'Omaha Beach, dit « Le jour J, c'est le moment le plus spectaculaire du siècle parce qu'il a permis de libérer le monde. C'est quelque chose de sacré. » Jacqueline Pardon, résistante, dit « Avoir vécu ça, c'est une chance extraordinaire. Ça compte plus que le reste de la vie. » La guerre était finie, mais elle n'était pas finie. Seulement, nous ne le savions pas. Tous les films de la série documentaire Apocalypse, à voir et à revoir sur la plateforme France.tv. Nous sommes évidemment le 6 juin 1944. Bienvenue si vous nous retrouvez sur France 2. Un débarquement allié en Normandie. C'est donc, a priori, l'hypothèse qui semble se confirmer. Et si une chaîne info avait existé cette nuit-là? 80 ans après, toute la rédaction de France 2 vous fait revivre la nuit la plus longue. Tout de suite. Comprendre les commémorations du débarquement? Paris libéré. Avec Lumni, on explique tout. Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui? Au programme, images d'archives, entretiens, comment empêcher que de tels événements se reproduisent, animation, quiz. Pour parler aux plus jeunes aussi? Tout pour être incollable. La mémoire, c'est toutes ces personnes qui m'écoutent. Lumni, maintenant, t'as la ref. Quand on pense qu'il y a des gens qui continuent de suivre leur santé avec des outils peu fiables, alors qu'avec Mon Espace Santé, ils auraient accès à des applis sérieuses et sécurisées. Utilisez donc Mon Espace Santé, vous suivrez votre santé en toute tranquillité. Mon Espace Santé. Téléchargez dès maintenant l'application. Je veux pas. J'ai peur. Non. Aujourd'hui, 230 millions de femmes dans le monde, 500 000 en Europe et 125 000 en France sont victimes d'excision. Cette souffrance intolérable ne peut plus être tue. Aidons ces victimes à libérer leurs paroles, à réparer leur corps et à éradiquer l'excision en France et dans le monde. Vous êtes donneur de sang. Pour les patients, c'est inestimable. Alors parlez-en autour de vous. Et pour votre prochain don, venez accompagner, tous unis par le don.